consacré à l'élection municipale, en présence des trois têtes de liste, Jean-Patrick Courtois pour l'UMP, Jacques Boucaud pour le PS et Ève Comté-Sorabella pour le Front de Gauche. On attaque sur la sécurité, Laurent. Oui, avec une question qui intéresse au premier chef également les Mâconnais, les incivilités, les violences, les cambriolages, également la présence de personnes marginales, parfois nombreuses signalées par les habitants. Quels sont vos projets dans ce domaine essentiel aux yeux de la population? Alors, Jacques Boucaud. Alors, auparavant, je voudrais revenir sur la vidéosurveillance dont on a parlé avant le Ça flash. en fait partie. Je disais que les caméras Macron ne servent à rien, c'est la police qui le dit, qu'il n'y a pas de salle pour contrôler. Et j'en ai la preuve, mon père, c'est votre voisin, monsieur Courtois, mon père, vous le savez, vous le connaissez, il habite à avenue Ario, il s'est fait agresser au printemps, devant une caméra de vidéosurveillance. Et lorsqu'il est allé porter plainte, qu'est-ce qu'on lui a répondu? On n'a pas d'image, on ne peut rien. Si vous voulez, la politique qui a été menée, c'est de installer des caméras Macron lorsque Nicolas Sarkozy l'a demandé au maire, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. Les caméras, la police le dit, elles ne servent à rien. Ce sont des caméras sans écran. En fait. Voilà, il n'y a pas de possibilité de surveillance si on ne va pas récupérer tout de suite la petite cassette qui est au pied de la caméra. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à Macron? Il y a une chose qui est urgente, c'est de relancer le conseil local de la délinquance et là encore au niveau de l'agglomération, il y en a un à Charnay et Charnay travaille avec d'autres communes qui sont autour. Macron là encore est de son côté face. Donc je pense qu'il est urgent de renforcer les moyens du conseil local de prévention de la délinquance. Ça fait partie des priorités. Après, il faut remettre de l'humain sur le terrain, remettre de la police municipale, remettre cette police de proximité qu'avait voulu Lionel Jospin et qui a été supprimée dans les quartiers. Au Gautriat, il y avait un commissariat de police, il y a toujours les locaux, il n'y a plus personne dedans, c'est dommage. Il faut à tout prix mettre sur le terrain du monde et que ces personnes travaillent en collaboration avec les médiateurs sociaux qu'on installera, avec les concierges qu'on veut aussi remettre dans les immeubles. Bref, qui a un véritable nœud de tous les acteurs sur les différents quartiers dans le centre de ville afin de sécuriser la ville. Ève Comté-Sorabella, quelles sont vos solutions? C'est notamment Béatrice qui vous le demande directement. Oui. Elle parle de la délinquance, notamment nocturne. Donc, nous, on a le souhait de remettre des médiateurs et des animateurs dans les villes, dans les quartiers, pardon. Lors de nos rencontres, on a vraiment eu le témoignage d'une grande vacuité de présence humaine. Et les gens sont vraiment en demande d'occuper les enfants, par exemple, les jeunes. À aucun moment on nous a parlé de vidéosurveillance. Et faut savoir que cette vidéosurveillance, elle a un coût énorme pour les collectivités. Et elle n'est pas créatrice d'emplois, puisque c'est des matériels qui ne sont pas fabriqués de toute façon chez nous. Par contre, des emplois qui seraient créés pour accompagner les gens dans les différents secteurs de la ville, là c'est créateur de richesse, puisque c'est des emplois, c'est forcément de la consommation et de la vie, du lien social, du lien entre les gens. C'est vraiment une forte demande de recréer du lien, et l'animation et la médiation entre les habitants est vraiment une grande richesse. Alors, il nous reste quelques minutes pour évoquer quand même la campagne électorale et la situation politique. Jean-Patrick Courtois, vous avez présenté votre liste cette semaine. Il y a plusieurs questions des téléspectateurs à ce propos. Notamment, chacun sait que c'était un petit peu tendu entre votre première adjointe actuelle, Christine Robin, et un autre adjoint, Gérard Collomb. Est-ce que c'est pour ça qu'elle n'est plus adjointe? Une des questions. Autre question, Johan Charlot, qui a 34 ans, qui sera votre futur premier adjoint, avez-vous annoncé. Est-ce que c'est suffisant, nous demande-t-on, pour rajeunir une liste? Parce qu'il a 34 ans, je ne sais plus si je l'ai dit. Tout à fait. Beaucoup de questions dans votre question. Non. La meilleure preuve en est que les problèmes sont réglés, c'est que les deux dont vous venez de parler sont sur ma liste, ont chacun des attributions, tant au niveau de la communauté d'agglomération que de la ville de Mâcon. J'ai souhaité avoir un premier adjoint très jeune, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai renouvelé ma liste dans l'optique de 2020. Un successeur, alors. Un successeur, qui pourra être lui ou d'autres, et j'ai souhaité que la gestion de la ville se fasse dans les 6
prochaines années, en couplant un homme ou une femme d'expérience qui aura déjà 1 ou 2 mandats avec quelqu'un qui vient de rentrer, notamment sur les grands dossiers, pour assurer cette continuité, parce que je crois que c'est extrêmement important pour la ville de Mâcon que de pouvoir avoir une continuité dans le temps et de faire que les choses se passent de meilleur monde possible. C'est ce que j'ai voulu faire en présentant cette liste qui regroupe des gens et des femmes d'horizons tout à fait différents. Alors l'autre question qui vous concerne, c'est que vous êtes sénateur, Oui. qu'il y a une loi sur le non-cumul des mandats. Qu'est-ce que vous ferez? Bah attendez, il faut d'abord que je sois réélu maire de Mâcon, il faut que je sois candidat sénatorial. Alors qu'est-ce que vous feriez si vous Voilà. étiez Et réélu? puis après, vous savez, j'ai appris dans mes études de droit qu'il fallait raisonner en droit constant. Et donc, on va arriver en 2017. J'ai déjà vu qu'à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, certains députés s'étaient aperçus qu'avec la loi telle qu'ils l'ont votée, ils ne participeraient à aucune commission départementale, d'aucune commission locale. Ce qui fait qu'il y a déjà une proposition de loi qui est en train de se faire pour dire que les parlementaires, quels qu'ils soient, seraient membres de droit de toutes ces commissions. Je n'ai vu d'autres, notamment un monsieur qui est connu ici, monsieur Rebsamen, maire de Dijon, qui dit, lui, en 2017, la loi pourrait être modifiée pour la porter à 100 000 habitants. Alors, on verra en 2017, mais ce que je veux dire solennellement, c'est que j'aime Mâcon. Donc vous ne nous dites pas si vous resterez soit sénateur, soit Mâcon. J'aime Mâcon et je serai. Jacques Boucaud, Laurent, vous aviez une question sur la situation politique. Sur la situation locale, on sait que la primaire a laissé quelques traces au sein du PS. La venue, puis la mobilisation de Najat Vallaud-Belkacem hier, qui est venue vous soutenir, la venue prochaine de Christiane Taubira, seront-elles suffisantes pour vous à mobiliser toutes les forces de gauche et faire en sorte que le pari puisse être relevé et gagné? Alors, vous dites que les primaires à gauche au Parti Socialiste ont laissé des traces. Dans les réunions qu'on tient en ce moment, les différentes réunions publiques, où hier vous parlez de Najat Vallaud-Belkacem qui était là, vous aurez pu constater que tout le PS était là. Évidemment, mon adversaire des primaires n'était pas là, mais parce qu'il est parti mener une autre expérience politique ailleurs. Mais sinon, le PS est là. Dans le journal que vous représentez ici, moi je vois souvent des papiers sur les divisions à droite, entre Monsieur Collomb et Madame Robin. Monsieur Collomb qui disait jamais il serait sur une liste avec Madame Robin. Est-ce que vous en voyez sur les divisions de la droite? Parce que vous n'avez pas de matière pour ça. Encore ce matin, je lisais, pardon, la gauche, oui. Encore ce matin, je lisais que le MRC m'apporte son soutien. Il y a d'ailleurs un candidat sur ma liste. Donc si vous voulez parler des divisions, regardons plutôt dans le camp en face. Une question qui se rapproche de celle de Laurent par rapport à Najat Vallaud-Belkacem. Vous l'avez donc accueilli hier, on a vu les images sur notre antenne. C'est compliqué en ce moment d'accueillir un ministre? Vous le faites pas. Non. Absolument pas. Vous revendiquez votre soutien au gouvernement qui est assez impopulaire en ce moment? Il est assez impopulaire, mais il faut voir aussi tout ce qui a été fait. On commence à voir les premiers éléments positifs qui sont minimes, hein, effectivement. 0,3% de croissance, c'est loin d'être la panacée. Mais il ne faut pas oublier quel était l'héritage du prédécesseur de M. Sarkozy. Les 600 et quelques milliards du déficit. Quand un ménage a plus d'argent, il a plus d'argent. Quand une PME dépose le bilan, on essaie de lui sortir la tête de l'eau. Le prédécesseur de M. Hollande a plongé le déficit. Donc maintenant, il faut remonter la pente et c'est compliqué, c'est vrai. F. Comté-Sorabella, quel est votre objectif au front de gauche dans cette élection? C'est la participation citoyenne. Et puis c'est aussi développer les idées de coopération, c'est faire vivre vraiment la démocratie dans la ville. C'est quelque chose de très très important pour nous quand on fait vivre, comme je vous l'expliquais au début de l'émission, à travers nos assemblées citoyennes que nous réunissons très régulièrement. Donc voilà, c'est une façon pour nous de continuer à éveiller les idées politiques du front de gauche. Et politiquement, mettons que vous dépassiez les 5%, les 10%, qu'est-ce qui se passera avec Jacques Boucaud? Est-ce qu'il peut y avoir entente pour un deuxième tour ou si ça se présente? Donc au soir du premier tour, nous avons décidé de réunir notre assemblée citoyenne afin de décider démocratiquement de la suite de la campagne. Donc ce seront vos adhérents, entre guillemets, vos militants, vos Oui, sympathisants. voilà, les militants du front de gauche. Très bien. Eh bien, écoutez, on va arriver à la toute dernière partie de cette émission. Vous allez conclure chacun à votre tour, selon un ordre qui a été déterminé par tirage au sort. Nous l'avons fait juste avant le début de cette émission. Vous aurez chacun 45 secondes environ. Et selon le tirage au sort, c'est vous
qui commençait, Jean-Patrick Courtois. Oui, je voudrais m'adresser aux Mâconnaises et aux Mâconnais. En 2001 et en 2008, j'ai passé un pacte avec vous. Ce pacte, nous l'avons réalisé à plus de 90%. J'ai tenu les promesses. Nous n'avons pas baissé. Nous avons baissé les impôts. Nous n'avons pas augmenté le niveau de l'emprunt. Nous sommes garants de votre avenir. Aujourd'hui, parce que j'aime Mâcon, parce que j'ai fait mes études à Mâcon, parce que mes frères étaient scolarisés à l'école des Blanchettes, parce que mes frères sont passés au collège Pasteur, ont fait comme moi le lycée Lamartine, où mon père y a été prof, où mon père a été dans cet hôtel de ville, conseiller municipal, où ma mère, dans ce quartier des Gautrillas, a monté la première pharmacie qui existait, où ma femme est installée en plein centre-ville. Je voulais simplement vous dire que j'ai souhaité être candidat pour un nouveau mandat, parce que je ne veux pas que la ville de Mâcon retombe dans une léthargie. Je veux que la ville de Mâcon continue à jouer son rôle. Et c'est parce que j'aime Mâcon passionnément et parce que je vous aime que je suis candidat le 23 mars prochain. Merci. C'est à votre tour, Jacques Boucaud. Je vous donne jusqu'à 55 secondes, si vous le souhaitez. Allez. Merci. Bien. Vous savez, je suis journaliste, c'est ma profession. Pourquoi j'étais journaliste? Parce que j'aime les gens, parce que j'aime le contact, j'aime le dialogue. Et c'est cette approche des gens, cette volonté d'aller au plus près de la population que j'ai décidé de me présenter l'année dernière à cette élection municipale. Donc depuis un an, je marche dans les rues, je rencontre des gens, je vais me promener dans les quartiers. Qu'est-ce que je constate? Une désertification du centre-ville, un appauvrissement des quartiers et puis un isolement de Mâcon. Mâcon n'est pas un village d'irréductibles gaulois avec un grand Manitou. Mâcon doit s'ouvrir sur son bassin de vie. Mâcon doit s'ouvrir sur les autres collectivités, sur le Grand Lyon, sur Genève, sur Châlons. Bref, Mâcon doit vivre en osmose avec toutes les communes, toutes les collectivités autour de la ville. Merci, je vous remercie. Vous avez pile fait 55 secondes, c'est parfait. Ève Comtesse, Sorbella, c'est vous qui avez tiré le dernier numéro pour 55 secondes aussi. Donc notre liste pour Mâcon, pour Mâcon l'humain d'abord, excusez-moi. C'est une liste qui a 3 mots phares. C'est donc social, écologique et solidaire. C'est à travers ces 3 mots que nous déclinons notre programme, que vous pourrez retrouver sur notre site pour Mâcon l'humain d'abord, et puis aussi sur Facebook. Je vous informer que nous tenons encore 2 réunions publiques très importantes, une qui sera sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui se tiendra le 6 mars, et une autre sur les associations le 12 mars. Si je vous parle de ces réunions publiques, c'est vraiment pour vous montrer à quel point on souhaite travailler avec les habitants de Mâcon à l'élaboration de projets à leur service, de projets au service de tous. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous les 3 parce que j'ai l'impression que vous avez un chronomètre dans la tête, c'est parfait. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous donc d'avoir accepté notre invitation. Merci au journal de Saône-et-Loire et à vous, Laurent Bollet, et bien sûr à toute notre équipe technique pour avoir permis cette retransmission et ce débat. Sachez que vous pouvez le voir, ce débat sur notre site internet. Il va rester une semaine sur bourgogne.france3.fr, rubrique La Voix est libre. La semaine prochaine, eh bien, nous partirons à l'autre bout de la région, dans Lyon, pour un débat qui sera consacré à la ville de Sens. Merci de votre attention et dans une poignée de secondes, c'est le 12-13 qui continue avec le développement de l'actualité nationale et internationale. Très bel après-midi à tous. Merci.